t'expliquer. Moi, je suis tombé sur ton livre à la Fnac, tout simplement, tu vois. Donc, ton livre est bel et bien visible, bel et bien accessible. Et franchement, en fait, c'est l'image de base. L'image, je trouve que l'illustration Illustration. est, est très intéressante. Elle est de cœur singulier. Tu vois, si on veut trouver son compte sur Instagram, c'est elle qui a fait l'illustration aussi de Femmes atypiques et de mes cartes sur les émotions. Et j'aime énormément son travail. Donc merci à elle parce qu'on ne remercie pas assez les illustrateurs de nos livres. Eh ben, carrément, carrément, parce que moi, c'est un peu ça qui a attiré mon œil. Je me suis dit, mais Mm. qu'est-ce qui se passe? Je vois un cœur sur un front, etc. Et il y a pas mal de dessins un peu Mm. fluets à l'intérieur, donc je trouvais ça super. Et par la suite, en fait, donc j'ai ouvert aléatoirement et je me suis retrouvé sur pas mal de concepts. J'ai vu et je me suis dit, ah, ces concepts-là, c'est vrai que c'est pas clair pour beaucoup de monde. Donc, ce serait bien que j'en parle directement à la personne qui l'a écrit pour qu'elle nous explique un peu, pour qu'elle nous éclaircisse un peu Avec plaisir. tout ça. Donc, bienvenue à toi, Héloïse. Et bah, on va commencer dès maintenant, Allez, si ça te va, ouais. avec plaisir. Ok, super. Alors, ton livre, principalement, il parle de ce que l'on considère être la neuroatypie. Mm. Ok. Alors, la neuroatypie, c'est quoi? Alors, bonne question déjà, hein, c'est très bien. Merci, ça commence Parce bien. qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai qu'on va plutôt dire souvent des personnes atypiques. Et on me répond souvent, mais en fait, tout le monde est atypique dans le sens où tout le monde est singulier. Hmm. Oui, mais atypie, ça va donc, ça vient bien de neuroatypie au départ, juste en raccourci. Mais on est d'accord, en fait, la neuroatypie, c'est un fonctionnement cérébral différent. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cerveau, cela fonctionne différemment. Et ça, cela impacte toute la sphère enfin, toutes les sphères de vie. Parce que du coup, on va penser, on va créer nos pensées différemment, on va ressentir émotionnellement les choses différemment, on va interagir avec nos proches, socialement, on va créer des relations différentes. Et alors ça peut être source de souffrance ou non. Et les neuroatypies, aujourd'hui, alors je dis bien aujourd'hui parce que je crois qu'il faut vraiment garder cette humilité de se dire qu'on n'en est qu'au début et qu'on ne comprend pas tout bien et que peut-être ça va beaucoup évoluer, et je le souhaite, Hmm. c'est il y a 5 neuroatypies. Donc, on a tout ce qui est le haut potentiel intellectuel, autrement appelé surdoué, zèbre, phylocognitif. Il y a beaucoup de termes en français pour parler de la même chose là-dessus. De l'hypersensibilité, que on considère comme le haut potentiel sensible, en fait, hein, d'un point de vue scientifique. Bah, je rappelle, moi je suis référencée sur l'annuaire du docteur Hélène Aron, qui est la spécialiste internationale sur le sujet. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment une avance d'un point de vue anglo-saxon plutôt que francophone. J'habite également au Royaume-Uni, donc ça me permet des fois, tu vois, de voir le décalage justement qu'on a en France et toute l'évolution qui nous reste encore à accomplir sur ces sujets-là. Il y a le TDAH, donc on parle aussi d'hyperactivité, mais en fait l'hyperactivité n'est pas forcément liée. Et donc c'est tout ce qui est du trouble, de l'inattention et de l'hyperactivité. Il y a le TSA, donc c'est l'autisme, mais on va parler de spectre autistique parce que c'est extrêmement large l'autisme et les gens ont souvent beaucoup d'a priori sur une manière d'être autiste. Alors, c'est pas du tout ça. Et enfin, les troubles 10, hein, donc dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, voilà. Et en fait, tout ça, on se rend compte que les personnes qui ont donc ces atypies-là ont un fonctionnement cérébral différent. Voilà, Ok, ils ont un fonctionnement cérébral différent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les neuroatypiques. exactement. D'accord. Alors, dans ton livre, moi, j'ai retrouvé beaucoup le champ lexical de la douceur, de la délicatesse. Il y a même un paragraphe que j'avais sélectionné, que j'avais entouré, parce qu'en fait, il commence par, à peu près, alors, je vais essayer d'approcher ça avec le plus de délicatesse possible. On sent vraiment qu'il y a une volonté de bienveillance envers tes futurs lecteurs. Et en fait, et dans le même paragraphe, tu finis par si c'est trop délicat, Mm. n'hésitez pas à consulter. Alors, Oui. je me suis posé la question, est-ce que autant de bienveillance, c'est par rapport à la dureté que vivent ces personnes qui ont à la fois le statut combiné de femmes et de neuroatypiques? Alors, ça peut concerner autant les hommes. C'est vrai que moi, le livre parle des femmes. Alors pourquoi? Souvent on pose la question, est-ce que... Et les hommes? Tout simplement parce que j'ai 95-98% des personnes qui viennent nous voir sont des femmes. Donc, en fait, à mon sens, je me sentais plus légitime à parler des problématiques des femmes. Mais bien entendu que les hommes peuvent s'y retrouver. Et merci de cette interview, parce que merci de montrer que tu l'as lu. C'est ça.
Pour la délicatesse, c'est parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de personnes atypiques qui ne savent pas qu'elles le sont. Et elles ont la sensation, elles ont grandi, tu vois, leur enfance, leur adolescence, peut-être leur vie de jeune adulte, en se posant beaucoup de questions sur elles-mêmes et en se demandant, en fait, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi ça semble si facile pour les autres et pas pour moi? Et elles n'ont jamais mis de mots, en fait, sur leurs particularités. Et lorsqu'on découvre ça, c'est un peu, et c'est fantastique parce que c'est un peu, tu vois, la dernière pièce du puzzle qui manque. Enfin, j'imagine que tu as déjà fait un puzzle ou les personnes qui nous écoutent aussi. On voit bien que quand il nous manque une pièce, encore plus si elle est au milieu du puzzle, c'est extrêmement frustrant. On la cherche partout, on se dit où est-ce qu'elle est, c'est pas possible, ça a tout gâché. Donc, il y a ce soulagement. Et en même temps, ça révèle énormément de choses. Il y a tout un deuil et une acceptation derrière ça. Et ça va être difficile de lire ces livres-là en disant, mais c'est tellement moi, mais ça veut dire que jusqu'à présent, en fait, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes comme moi, je ne savais pas qu'en fait c'était OK et je ne savais pas quoi en faire, que ça pouvait être vraiment un potentiel. Et moi, c'est pour ça que je préviens mes lecteurs et lectrices en leur disant, surtout si c'est difficile, si ça renvoie des choses, si ça soulève des souffrances, on reste pas juste avec un livre. Le livre, c'est pas une thérapie, hein. Ça ouvre des portes. Mais à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas. Et si vous voulez les prendre, ben, c'est bien aussi d'être accompagné lorsque c'est compliqué. Hmm. Ce côté-là, je ne savais pas s'il y avait d'autres personnes comme moi, parce que la neuroatypie, ça correspond à quelle part de la population? Alors, ça dépend des atypies. Tu vois, pour l'hypersensibilité, c'est entre 20 et 30%. On est plutôt sur du 30 là, dans les recherches francophones et plutôt sur du 20 sur les recherches anglophones, ce qui est assez drôle. Donc, on va dire, allez, une personne sur quatre pour couper la poire en deux. Donc, c'est énorme. Mais, par exemple, tout ce qui est euh, l'autisme, on est voilà, sur du 2-5%. Pareil pour le HPI, en moyenne, ça dépend des études. Mais on va dire, tu vois, 2%, c'est pas 20%. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'est pas rare d'avoir plusieurs atypies. Tu vois, moi-même, je suis concernée par les atypies et je les ai toutes en fait. Donc, comme quoi, c'est totalement possible aussi d'avoir une vie épanouie. Et je crois que c'est vraiment tout le message que je veux faire passer, que ce soit dans mes livres, sur mes réseaux sociaux, dans mon travail en général, c'est Mhm. qu'on peut être atypique et prendre sa place, et c'est pas trouver sa place, prendre sa place dans ce monde et être épanoui aussi là-dedans avec personne qu'on dit neurotypique. Donc neurotypique, c'est à l'inverse de neuroatypique. Hmm. Donc, tu dis que tu as plusieurs atypies. Mm. Dans ces possibilités de atypie, on a tendance à confondre parfois le côté hypersensible et le côté hyper émotionnel. Alors, c'est Ouais. quoi la véritable différence entre les deux? Alors, je sais pas si le terme hyper émotionnel existe d'un point de vue. Enfin, je veux dire, ça fait pas partie des atypies en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut être hyper émotif. Tu vois, tu fais face, je sais pas, à une rupture, un deuil. Enfin, bon, à part certaines personnes peut-être, mais en général, on peut tous traverser des phases d'hyper émotivité. Hmm. Je pense notamment aux femmes aussi, selon leur cycle, pendant la grossesse. Moi, j'ai connu aussi ça. Enfin, c'est-à-dire, on sait que les hormones peuvent jouer, mais en tant qu'homme également, on est confronté chaque jour à des choses qui vont effectivement impacter nos émotions. Il y a des personnes, elles ont une plus grande hypermotivité, mais ça fait pas d'elles forcément des personnes hypersensibles. On parle de personnes hypersensibles lorsqu'il y a plusieurs caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles ne sont pas forcément négatives. C'est ça Hmm. qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on va même parler de sensibilité avantageuse, qui est un terme que le docteur Hélène Aron et son équipe ont mis en place pour montrer à quel point, lorsque la sensibilité est bien acceptée, c'est un atout qu'on peut développer. Et souvent, on le voit que de manière négative. Tu es trop, tu es... Et je comprends parce qu'en fait, on a reçu souvent ces genres de remarques étant petit, étant jeune, en disant mais tu es trop ci, tu es trop ça, tu devrais être ceci, cela, enfin voilà. Et donc, forcément, ben, on met l'accent sur le côté négatif. Et on va parler de... Alors, moi, je vulgarise comme ça. Après, il y a un peu plus de... Je vais plus en profondeur dans le livre, mais il y a les hyperesthésies. Donc, le fait d'avoir un des ou plusieurs sens surdéveloppés. Tu vois, par exemple, on dit souvent, ah ben oui, le bruit, ça me dérange. Oui, mais le bruit, ça dérange tout le monde. C'est pas parce que le bruit te dérange que tu as une hyperesthésie, tu vois, auditive. On Hmm. n'a pas tous le même niveau de, aussi, où on peut supporter le bruit, tu vois. Mais il y a aussi les personnes qui ont, par exemple, cette ouïe justement très fine, qui apprécient la musique, qui ont même, tu vois,
qui sont peut-être faire de la musique, enfin, tu vois, cette capacité justement à capter les sons, capter les odeurs, ça aussi, ça peut être très positif et on ne le met pas assez en avant. Donc, tu as tout ce qui est du domaine hyperesthésie, mais il y a aussi ce souci du détail, parfois même de l'esthétisme, mais pas chez tout le monde, bien sûr. Il y a cette hyper-émotivité, mais c'est une hyper-émotivité qu'on peut très bien, en fait, vivre positivement. C'est-à-dire que oui, il y a une intensité, il y a une fréquence dans les émotions, mais ça peut être aussi dans le bonheur, dans le fait de ressentir la joie. On parle peu de ça, on parle souvent, oui, une personne qui fait que pleurer, mais pas du tout. Ça peut être aussi rire aux éclats, apprécier, tu vois, juste enfin, le chant des oiseaux ou au printemps, les fleurs qui s'ouvrent, un coucher de soleil. Enfin, et ça peut remplir de joie une personne hautement sensible. Ce qui n'est pas le cas avec une personne hyper émotive, ce n'est pas du tout la même chose. Hmm. C'est pour Alors, faire court, hein. Sinon on pourrait en parler pendant des heures. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après, il donc à lire ton bouquin et voilà, et pour aller au bout de cette question. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que parce qu'elles sont hyper émotives, elles se considèrent hyper sensibles. Non. Et je crois que ça, c'est une petite dérive parce que du coup, ça les empêche peut-être d'aller creuser une problématique. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études scientifiques, notamment de Bianca Acevedo, qui est docteur et qui met vraiment l'accent entre la haute sensibilité innée, donc ce qu'on appelle vraiment, tu vois, dans l'atypie, l'hypersensibilité, et l'hypersensibilité traumatique, en fait, qui génère des particularités similaires mais qui sont en lien en fait avec un traumatisme. Et donc, c'est dommage parce que si les gens s'autocollent cette étiquette, ah, mais c'est parce que je suis hypersensible, je pense que ça peut les empêcher de creuser et Hmm. peut-être de faire un travail auprès d'un thérapeute qui pourrait leur permettre de guérir de certains traumas. Même si on peut être les deux, on peut être hypersensible inné et avoir des traumas qui ont généré une hypersensibilité traumatique. Donc moi, je le dis toujours, et alors on verra partout, je l'ai toujours dit, du moment où il y a souffrance, il faut consulter. Il ne faut pas Hmm. se cacher derrière, ah, mais c'est parce que je suis... Non, une personne atypique, elle peut être très, très heureuse et épanouie. Donc en fait, quand bien même en fait ça soit une atypie ou non, si on souffre de son hyperémotivité, si c'est compliqué, il faut pas se cacher derrière ah mais je suis hypersensible. Non, allez creuser, allez consulter, demandez de l'aide parce que vous n'êtes pas censé en souffrir. Hmm. Et en fait, donc, il y a une vraie différence entre l'inné et l'acquis. La question se pose. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça, justement, si c'est inné ou si c'est acquis? Allez voir un professionnel formé sur le sujet. Moi, je sais que je suis formatrice. J'ai fait la formation de formatrice, j'ai fait les formations, tu vois, à l'international pour les atypies et je transmets ce savoir-là à d'autres professionnels de l'accompagnement. Il y a de tout d'ailleurs. Tu vois, j'ai fait un annuaire sur mon site ou en story Instagram, on peut voir, tu sais, annuaire. Voilà, Oui. donc, mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi, j'ai été co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité et à l'époque, on formait et je sais qu'ils continuent les formations. Donc, il y a aussi auprès d'eux, il y a un annuaire. Donc, une personne formée et qui comprend vraiment en fait ce que c'est la sensibilité va faire la passation d'un questionnaire en fait qui permet de détecter. Alors, ça ne peut pas être à 100% sûr, il y a toujours des biais et des limites à tout questionnaire, bien sûr, qu'importe les atypies. Souvent, on me demande comment on peut être sûr qu'on est atypique. Moi, je dis, tu vois, aucun test n'est obligatoire. On peut aussi se reconnaître et se dire, mais je suis bien là-dedans et je reste comme ça. Et c'est totalement OK, en fait, hein, je veux dire, heureusement d'ailleurs. Mais pour les personnes qui ont peur de l'effet Barnum ou qui ont besoin d'une certaine légitimité ou qui tout simplement recherchent une analyse au-delà du oui, non, je suis atypique, mais comprendre son atypie parce que chaque personne atypique est unique. Moi, je dis souvent, tu vois, l'atypie est colorée par l'éducation qu'on a reçue, la culture, les gens que l'on fréquente, les expériences aussi, tu vois. Enfin, on est des êtres évolutifs, donc en fait, notre atypie évolue aussi avec nous. Et donc, pour les personnes qui ont besoin d'aller plus loin ou de vraiment déployer leurs ailes, en fait, leur potentiel, il ne faut pas hésiter à faire une passation. Et là, bah, le hic, c'est qu'il n'existe pas un test unique pour toutes les atypies. Il en existe un pour chaque atypie et souvent, et ce qui est regrettable, c'est que rares sont les professionnels qui les connaissent vraiment toutes ou qui ont quand même des bases dans plusieurs parce que, ben, en fait, une atypie peut en cacher une autre. Tu vois, ça peut se camoufler parfois. Tu vois, chez les hommes, par exemple, l'hypersensibilité, parce qu'on est dans un monde hyposensible assez, eh bien, ou sexiste quand même, où les hommes ont tendance à cacher leur sensibilité, on va pas forcément l'apercevoir. Et pourtant, ça va expliquer certaines caractéristiques. Chez les femmes, ça va être le haut potentiel. Beaucoup de femmes n'osent pas
penser qu'elles puissent être en fait au potentiel intellectuel. Ça les gêne énormément. Hmm. Euh, on a beaucoup, tu vois, ce cas où lorsque les enfants, elles viennent consulter pour leurs enfants, c'est souvent les femmes, et qu'on leur dit, ben voilà, votre enfant est surdoué, est-ce que vous ou le papa vous l'êtes? Et là, de suite, la phrase type de quasiment mais 90% des femmes, c'est, oh non, mais ça peut pas être moi, c'est sûrement le papa, c'est sûr. Ok. Là, tu vois, il y a un truc où on touche quelque chose, et alors c'est, voilà. Et la passation de tests de QI, notamment, est très significative parce que pour un homme, ça peut être un soulagement. Mais ah bon, après certains, ça dépend le vécu qu'on a, parce que pour certains, ça peut être compliqué, mais dans l'ensemble, parce que je ne vais pas faire de généralité, mais tu vois, majoritairement, ça va être un soulagement, là où pour la femme, ça va être un questionnement, et elle peut même mettre des années à accepter le fait qu'elle l'est, en fait. Elle va remettre en question le professionnel en se disant il s'est trompé, il a voulu me faire plaisir ou je ne sais quoi. Donc on voit que selon les atypies, et le fait, si notre genre aussi, ben, ça peut être plus compliqué, ça peut être camouflé, ça peut être dérangeant. Et c'est pour ça que, tu vois, je parle de délicatesse dans le livre, parce que je sais que parfois on peut marcher sur des œufs quand on parle de ce sujet. Et d'ailleurs, tu peux le voir en France dans les médias, dès qu'on parle de ces sujets-là, ça s'enflamme très vite. Et Ouais. moi, je me dis, mais c'est en fait, est-ce que ce ne serait pas un vrai sujet anthropologique? Parce que pourquoi, culturellement, ça met autant mal à l'aise, tu vois, de parler de ces sujets? Et je comprends pas, tu vois. On Hmm. peut pas, enfin, toutes les différences, de toute façon, amènent, je pense, sa part de malaise. Ouais. Mais voilà, mais je me dis, ça démontre bien qu'on est hyper mal à l'aise avec la différence. Genre, oui, on est ouvert à la différence, mais il faut pas trop en parler, quoi. Faut pas trop qu'elle se voit, Ouais, tu c'est vois. fou. Ça amène à ça, en fait. Donc, ça questionne beaucoup, je trouve, d'un point de vue culturel. Hmm. Tu parles de ces femmes, justement, qui ont cette problématique de reconnaître qu'effectivement, elles le sont, cette problématique de légitimité. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi à travers le syndrome de l'imposteur, par exemple. Alors, comment est-ce que la neuroatypie par rapport aux femmes, comment est-ce que ça les contamine et jusqu'à créer un syndrome de l'imposteur? Je crois que déjà, il y a beaucoup d'idées reçues. Tu vois, si on reprend cet exemple de la douance, mais parce qu'on a parlé un peu d'hypersensibilité avant, donc je vais il y a ce côté, c'est un génie, c'est une intelligence suprême. Alors, il y a ce que nous montrent les médias. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, il y a deux images phares. C'est soit le génie incroyable qui a des capacités extraordinaires et ça existe, soit l'autre penchant, la personne totalement dépressive qui n'arrive à rien dans sa vie, qui est en échec sur tout. Voilà. Donc on s'est dit où on est dans l'un ou dans l'autre. Et en fait, c'est quand même très antinomique. Et puis j'ai envie de dire, c'est quand même normalement tout un prisme, c'est large en fait. Et entre les deux, il n'existe rien. Ben si, en fait, il y a 90% des surdoués en fait entre les deux. Donc, si on travaille en fait déjà sur l'idée reçue, tu vois, tout ça, eh ben, on se dit, bon, ben, on ouvre la voie des possibles. Peut-être qu'effectivement, ça peut me concerner. Et en fait, la particularité des personnes surdouées aussi, c'est quand même qu'elles ont cette, et alors je parle des hommes comme des femmes, mais elles ont cette capacité à avoir leurs propres limites, avec beaucoup de détails en fait. Et quand tu vois, et quand tu as cette capacité de voir tes limites, tes difficultés, vraiment, bah, tu vois, avec la loupe, quoi, ben forcément, tu as l'impression d'être ben, un imposteur. Parce que tu te dis, ben, en fait, c'est pas possible, ça me concerne pas. C'est pas ça. Hmm. Parce que... Et alors, du coup, c'est hyper intéressant parce que tu vois, elles vont toutes dire, en général, non, mais regarde, je suis pas bonne en maths. Elles vont essayer de te trouver, tu sais, des contre-exemples. Et tu te dis, mais ça n'a rien à voir. Tous les surdoués ne sont pas bons en maths, tous les surdoués n'aiment pas les maths et ça n'a rien à voir. Il faut arrêter avec ça. Mais c'est très compliqué parce que aussi, je crois que c'est difficile d'admettre que potentiellement il y avait quelque chose que tu as enterré en toi Hmm. et que c'est une part de toi déjà, mais après tu repenses toute ta vie, tu vois. Et si je l'avais su plus tôt? Et si on me l'avait dit? Est-ce que j'aurais fait les mêmes choix dans ma vie? Est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Et là, du coup, maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai une responsabilité de faire quelque chose d'autre, de faire d'autres choix? Et donc tout ça, on l'accompagne, tu vois, auprès des personnes en disant, mais oh là, tranquille, tranquille. Tu l'as toujours été. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose que tu as toujours été, en fait. Je ne suis pas en train de te dire, bah voilà, en fait, tu es un homme, si tu es une femme. Non, 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 je suis juste en train de te dire quelque chose que tu as toujours su, tu as Ouais. toujours ressenti. Sinon, tu ne serais pas là en face de moi. Par contre, oui, maintenant, il est peut-être temps d'arrêter de te cacher et d'assumer peut-être ça. Et quand je Hmm. dis assumer, ça ne veut pas dire porter un t-shirt dans la rue en disant je suis surdouée. C'est pas du tout ça. C'est de l'assumer pour soi. Mais du coup, en fait, donc vu que c'était inné, vu que c'était là depuis le début, hein,
en soi, ça me fait aussi penser à l'enfance finalement, vu que c'était déjà là. C'est quoi le rapport avec l'enfant intérieur? Oula. Alors oui, je reprends cette phrase en disant que c'était déjà là parce que effectivement, je l'ai pas précisé, mais une atypie, elle est de naissance. C'est-à-dire qu'on est comme ça, on meurt comme ça, donc on vit comme ça. Ça ne change pas, ce n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas. Hmm, Et ça, il faut bien comprendre qu'on ne devient pas d'un coup atypique. Par contre, ça peut se révéler à nous parce qu'on l'a vraiment camouflé, calfeutré, et ça a des impacts, hein, parce que quand on camoufle et qu'on est en train comment dire, d'enfermer une part de soi-même, ça a forcément de l'impact. L'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a en nous, tout en chacun, et qui grandit en fait d'une certaine manière. Mais tu vois, si tu as 30 ans par exemple, ben, tu auras toujours en toi le petit garçon de 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans, voilà, en soi. Et c'est cette part peut-être naïve, cette part aussi de croyance, cette part des fois meurtrie. Elle se tapit des fois dans l'inconscient et ressort, a besoin de s'exprimer. Si je fais le lien avec la typie, c'est intéressant comme question. Je me dis que pour les personnes, tu vois, qui camouflent ça et qui sont enfermées dans le je dois, il faut, tu vois, ce truc sacrificiel aussi pour les autres, parce que bah, soit ils ont grandi dans une famille où il n'y avait que ça, soit parce qu'ils hmm, ont été très vite le parent de leurs parents, ça aussi. C'est assez commun chez les personnes atypiques parce que ces enfants-là sont souvent plus matures. Et donc les adultes ressentent cet enfant mature et ne le considère plus comme un enfant parfois, c'est le biais qu'il y a, alors que ça reste un enfant, mais parce qu'il a un discours posé, qu'il s'intéresse à des problématiques aussi d'adultes très rapidement. Et parfois, tu vois, les adultes ne comprennent pas que non, tout ne peut pas se dire, tout ne peut pas s'expliquer à ces enfants-là, malgré tout, en fait, parce qu'ils restent des enfants. hmm, Et du coup, très rapidement, ben, en fait, on va pas grandir dans cette sécurité, mais au contraire, il va y avoir un poids qui se transforme. Et peut-être que notre enfant intérieur a besoin de poser ce poids. Et il y a des exercices, il y a des thérapeutes qui travaillent là-dessus. Alors, c'est pas mon cas, mais je travaille avec certains qui le font. Et c'est vrai que ils vont faire travailler ces personnes-là sur, ben, maintenant, il faut dire à cet enfant intérieur que vous avez de déposer ce poids, en fait. Que vous, maintenant, vous avez grandi et que vous êtes en capacité de le porter convenablement, chose qu'il ne pouvait pas faire avant. hmm. Cet enfant intérieur, il est un peu dans ce qu'on peut appeler la suradaptation, finalement, et il développe par la suite le syndrome du caméléon. T'as bien lu le livre, toi. Ah, mais moi, C'est je bien. suis calé là, hein, c'est bon, là, je suis Ah, incollable, allez, incollable. je vois. Oui, oui, exactement. Alors, le syndrome du caméléon, ben, comme son nom l'indique, c'est par rapport à l'animal, tu vois, qui effectivement, selon l'endroit et l'environnement où il est, va eh bien, s'adapter à son environnement. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire la distinction entre la capacité d'adaptation, qui est une véritable capacité, et la suradaptation. La capacité d'adaptation, c'est un vrai potentiel, c'est vraiment Hmm, chouette, et dont certains atypiques n'en sont pas pourvus, comme notamment quand on est autiste, ce n'est pas évident parce que les codes sociaux nous échappent et qu'il est des fois très compliqué eh bien de s'adapter. Et c'est pour ça que parfois on se sent un petit peu en décalage et qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je sens bien que j'ai pas dit ce qu'il fallait, mais je suis pas sûre de comprendre où j'ai mis les pieds. Et ça peut être très douloureux aussi, parce qu'on sent parfois que ben, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on ne comprend pas ce qu'on aurait dû faire et qu'on doit tout apprendre. Mais donc ça, c'est la capacité d'adaptation qui est vraiment très bien. Par contre, la suradaptation, c'est je m'oublie moi, soit pour faire plaisir, soit parce que j'ai peur du rejet, soit parce que j'ai un besoin d'être aimé par tout le monde pour être rassurée, parce que eh bien, en fait, je manque d'amour pour moi-même, je hmm, doute, je manque de confiance, je manque peut-être d'estime de moi. Et du coup, la suradaptation, ben, on arrive parfois face à des adultes, tu vois, de 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, qui disent, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Et qui hmm, comprennent pas, tu vois, et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que, tu vois, on parle souvent de la crise de la quarantaine, tout ça. Bon, eh ben, je trouve que quand on est atypique, et c'est toute la théorie de la désintégration positive que tu as dû voir dans mon livre de Dabrowski, ça explique bien qu'en fait, ces atypiques, ils ont ces crises-là régulièrement, existentielles, plusieurs fois même par an. Et sauf que face aux autres, bah, ils passent pour enfin, des extraterrestres en disant, mais ça va pas, tu pètes encore un câble, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Mais en réalité, ça explique tout simplement qu'ils ne sont pas alignés. Ils sont pas alignés, tu vois, avec qui ils sont vraiment, parce qu'ils sont suradaptés. Ils ont voulu faire plaisir. Et tu vois, c'est fou parce que lorsqu'on est atypique, on a encore plus cette capacité, en fait, euh, de capter ce que les autres, en fait, souhaiteraient. Et cette empathie parfois de se dire, mais je veux pas décevoir. Et ça, depuis tout petit.
tu vois, en tant qu'enfant. Alors, tous les enfants ont envie de faire plaisir à leurs parents, tu sais, quand ils sont jeunes. Après, ils grandissent, et c'est souvent, souvent, on appelle ça le terrible two, la phase des 2 ans. Alors, bon, moi, en étant maman, personnellement, je ne l'ai pas bien vu, parce que comme mes enfants sont atypiques, j'ai l'impression que c'est depuis toujours, mais je sais que, tu vois, il y a ce côté de ça, l'enfant grandit, il comprend qu'il est un être à part, il comprend qu'il dit non, et puis, du coup, il s'affirme, il est lui-même. Et plus on est dans un environnement qui nous a laissé cette possibilité de sois toi-même, qu'importe qui tu es, et Mm. comme tu es voulu, je t'aimerai, et moins on va tomber dans cette suradaptation. Mais on a beau avoir des parents très aimants et ça n'a rien à voir. Voilà, n'allez pas flageller vos parents, hein, haute génération, ils ont aussi leur poids à porter, bien évidemment. Mais il y a cette empathie qui fait que l'enfant va capter, de se dire, c'est ça qu'on attend de moi, Mm. c'est important. Et surtout si on a eu des parents un peu défaillants, et je ne le dis pas dans le jugement parce qu'on l'est tous, mais tu vois, qui ont eu peut-être des difficultés sociales, financières, culturelles, enfin voilà, et qui étaient déjà un petit peu stressés parce que c'était compliqué pour eux la vie, de gérer la vie, le quotidien, l'enfant peut le sentir et se dire, je veux surtout pas être un poids en plus pour mes parents. Mhm. Tu vois, notamment aussi, je pense à des fratries où on a eu un frère-sœur qui avait une maladie, un handicap. Du coup, soi-même, surtout, on veut pas en rajouter. Tu vois, il y a des choses comme ça, voilà. Et donc, très très vite, on va dire surtout, je m'adapte et je me suradapte et ça va devenir un mécanisme habituel, mais qui va petit à petit faire que la personne, elle ne se connaît pas du tout. Et c'est pour Mhm. ça, et je pense que ça concerne beaucoup de gens, parce que à un moment donné, quand tu demandes, tu sais, quand tu accompagnes des gens et que tu leur demandes, mais de quoi avez-vous vraiment besoin? En fait, les gens, ils savent pas. Ils Mm. disent, ben, je sais pas. Bah oui, ils peuvent pas savoir, parce qu'ils sont totalement déconnectés de qui ils sont vraiment. Quand ils commencent justement dans cette suradaptation étant enfant, après ils continuent dans leur vie adulte et ça se répercute aussi au sein de leur couple. Bah oui, parce que comment tu veux créer un couple quand tu te connais pas toi-même pour expliquer à l'autre quelles sont tes limites, quels sont tes désirs, Mm. et puis même de trouver le ou la compagne. Alors, quand je dis ça, j'ai peur que les gens, quand on écoute, en disant oh là là, mais c'est terrible, alors je veux pas qu'ils remettent tout en question, c'est pas du tout le but. Mais je me dis que c'est très compliqué. En fait, un couple, c'est quand même un endroit très intime où on va montrer le meilleur comme le pire de soi, surtout quand on vit en couple. Au fur et à mesure des années, on évolue aussi. Et des disputes, elles font partie de la vie. Et c'est quand même beaucoup plus sain de pouvoir en fait expliquer à l'autre, ben voilà, ça je n'ai pas vraiment apprécié et je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer comment on peut faire autrement parce que je me connais bien. Et toi, dis-moi en fait le mode d'emploi de l'un de l'autre. Mais quand on ne se connaît pas soi, comment on peut donner le mode d'emploi à l'autre? Impossible, parce que soi-même on ne sait pas. Et on en arrive du coup à ben, des symptômes comme la jalousie, la susceptibilité. Ça, ce sont des symptômes finalement que la personne elle ne se connaît pas et qu'il y a une problématique. C'est pas, voilà. Alors après, on se reconnaît souvent, tu vois, j'ai écrit tu l'as lu le livre sur le couple? Parce que j'ai écrit tout un livre sur le couple, justement. Ah, malheureusement, je ne suis pas encore Non, tu tombé l'as pas dessus. ça. Mais ça arrive, ça arrive. Ah, c'est Je t'aime un peu beaucoup hypersensiblement aux éditions Solar. Et parce que, tu vois, j'ai été médiatrice familiale pendant des années. Et donc, j'ai Mm. accompagné des couples atypiques. Et j'ai voulu mettre, tu vois, dans le livre plein d'exercices et plein justement de pistes que les personnes explorent pour comprendre comment, en fait, on peut aussi choisir le partenaire qui nous convient. Parce que souvent, on me pose la question, mais est-ce que c'est mieux d'être avec quelqu'un d'hypersensible, d'atypique comme moi ou non? Enfin, tu vois, il y avait plein de questions comme ça. Mm. Et, euh, et du coup, attends, j'ai ouvert plein de tiroirs et je sais plus où on en était. C'est par rapport au couple et aux atypiques. C'est ça. Mais non, non, attends, tu m'avais posé une question et je voulais vraiment répondre à un petit truc particulier, je sais plus. Par rapport à ton livre, Non, non, juste avant. C'était quoi la question par rapport au couple? Ah si, de la méconnaissance, c'était ça, la méconnaissance oui, de... de soi. Ah, pardon. Mais je crois que j'ai répondu du coup. Effectivement, j'ai répondu. Parce que ça va être important de pouvoir avoir son mode d'emploi. Donc, tu vois, je vais pas Oui, revenir bien sur sûr. Avoir son mode d'emploi, il y a un mode d'emploi psychologique, mais quand on parle de relation de couple, on parle aussi de rapport au corps. Comment est-ce que l'atypie, justement, ça. impacte le rapport au corps? Oui, bah, tu vois, si on reprend l'exemple des hyperesthésies, en fait, donc on va parler de sexualité. Donc dans la sexualité, j'englobe aussi la sexualité pour les personnes que ça concerne. Donc j'ai pas de... Voilà, la sexualité, comme n'importe qui l'entend, tant qu'il y a consentement, d'accord? Donc c'est très large. Et c'est vrai que c'est quand même un rapport au corps. Donc il faut avoir conscience de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, pour avoir la capacité de l'exprimer. Et tu vois, si je reprends ce truc de caméléon, c'est je ne veux pas... je veux pas me sentir rejetée, je veux pas créer du déplaisir chez l'autre, je veux justement créer du plaisir. Donc parfois, en fait, euh,
eh bien, on ne sait pas exactement ce qu'on aime. Et donc, on ne Hmm, sait pas l'exprimer à l'autre. On n'est pas en capacité, en fait, de dire, mais non, ça, je n'aime pas, ça, j'aime. Non, parce qu'il y a un côté où je me suis coupée de mes sensations corporelles pour convenir à ce que l'autre souhaite. Mais il y a aussi autre chose, c'est les hyperesthésies. Donc, tu vois, on en a parlé des cinq sens, et il y a des personnes qui ont une hyperesthésie kinesthésique, et où certaines caresses, ben, ça va pas être des caresses, ça va être extrêmement désagréable. Et je pense notamment à des personnes qui disent, mais moi, si on m'érafle juste comme ça, oh, ça me fait un courant électrique, je ne supporte pas. Ah, donc, au contraire, j'ai besoin vraiment qu'il l'empoigne bien, parce que justement, et alors ça, c'est pas forcément évident, parce que la personne, en fait, elle n'est pas à l'aise. Et ça peut générer, en fait, des complications. Et moi, j'ai accompagné des couples comme ça, où les personnes n'osaient pas communiquer, mais tout est une hmm. question de communication, hein, pour pas justement vexer des fois l'autre. Je me rappelle d'une situation comme ça où c'était une dame qui osait pas dire en fait qu'elle était très sensible aux odeurs et certaines odeurs la dérangeaient. C'est délicat de dire ça à son ou sa partenaire, bien évidemment, mais en fait, du moment qu'on le dit, on peut trouver des solutions. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on peut trouver des solutions. Et donc, du coup, elle préférait ne pas avoir aucun rapport, tu vois? Ah oui. Elle était là, bah oui! Et donc, forcément, et ça, c'est intéressant aussi parce que chez les hommes, en général, je dis bien en général, mais c'est pas toujours le cas, un refus de rapport sexuel, c'est un refus d'amour pour beaucoup d'hommes. Hmm. Ils ont la sensation que leur partenaire ne l'aime plus parce qu'il ne la désire plus. Alors que chez les femmes, c'est pas ça. Et ça aussi, ça, on peut poser des mots, on peut communiquer. Et en même temps, il faut comprendre pourquoi il y a un refus alors que ce n'était pas le cas avant aussi. Qu'est-ce qui a évolué dans la relation? Et ça peut être biaisé par les atypies parce que justement, les atypies font qu'on a souvent besoin, en fait, de faire plaisir à l'autre. Et parfois, on a tellement fait plaisir. Il y a ces gens-là qui ont tellement fait plaisir, tellement tiré sur la corde, qu'en fait, ils vont d'un extrême à l'autre, tu vois. Ah Mhm. ben, c'est bon, là, j'en peux plus. Mais en fait, pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi à un moment donné, pourquoi tu es allé aussi loin? Parce qu'il y a Mhm. une méconnaissance de soi souvent, et qu'il y a cette intensité du tout noir ou tout blanc chez les atypiques, tu vois, qui fait que ça peut être un peu compliqué parfois à vivre au quotidien. En Mhm. disant, mais tu n'aurais pas pu faire un nuancier de gris et en parler avant, tu vois? Mais ça me fait beaucoup penser aussi à la charge mentale, par exemple, justement, ce côté-là où on accepte beaucoup, et un jour ça pète complètement. Et là, scandale au foyer, etc. Je fais tout, nan. Bon, il y a des charges mentales, il y a des charges émotionnelles, il y a d'autres types de charges. Bon, alors, comment est-ce que ça se passe pour les atypiques? En fait, une particularité des atypiques, c'est que ce sont des êtres humains comme tout le monde, mais qu'il y a, tu vois, une intensité supplémentaire dans tout. Hmm, Par exemple, souvent on dit oui, les atypiques, ils ont le sens de la justice. Oui, bon, enfin, tout le monde l'a, hein, plus ou moins, hein. Si demain on attaque n'importe qui, il va pas apprécier. Enfin, je veux dire, si on vole n'importe qui, voilà, il y a quand même un sens. Mais chez les atypiques, ça va prendre, tu vois, une intensité tellement forte, tellement puissante, qu'en fait, ils vont pas endormir la nuit, ils vont parler que de ça, ils vont saouler tout l'entourage avec ça, toute leur vie va tourner autour de ça. Bref, voilà, ça va être épuisant, même parfois pour eux, en fait. Et donc, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a une problématique dans le couple, charge mentale ou quoi, l'explosion, elle va être fois 1000, le besoin, il va être fois 1000, tout va être, voilà, fois 1000, tout simplement. Euh, Par contre, ils sont aussi, ça on voit, tu vois, le côté négatif, mais le côté positif, c'est que lorsqu'ils sont en recherche de solutions, ils sont aussi fois 1000 en recherche de solutions. Ils ont donc un fort besoin aussi de pouvoir communiquer. Alors quand je parle de communication dans le couple, mais dans les relations, c'est pas toujours verbal. Il y en hmm, a qui sont très verbales, d'autres pas du tout. Et ça peut être dans le non-verbal, dans les mimiques, dans la posture, ça peut être de laisser des petits mots, ça peut être aussi dans les gestes, hein, tu vois, sur les cinq langages d'amour, tu sais, de Gary Chapman, il en parle. Ça peut être dans les attentions, de montrer vraiment qu'on apprécie l'autre. Ça peut être dans la tendresse qu'on a à l'autre aussi. Mais ça va être vraiment fois mille aussi dans l'envie aussi de faire plaisir, de créer un lien. Et je crois que les atypiques ont souvent besoin de connexion. Et je fais vraiment la différence entre, tu vois, la fusion, qui finalement devient toxique, et la connexion à l'autre. Ils ont souvent besoin de sentir qu'il y a une connexion parce que derrière le besoin de connexion, il y a l'authenticité. hmm. Je peux être moi-même sans faux self, en fait, dire vraiment en étant moi-même, si du moment où toi aussi, tu es toi-même sans faux self. Et là, on se sent en connexion l'un avec l'autre. Et c'est souvent quelque chose qui rassure beaucoup les atypiques, parce que comme ils se sentent parfois un peu seuls, isolés dans ce monde, se sentir en connexion avec quelqu'un d'autre, eh bien, ça soulage.
Mhm. Et je pense que les atypiques se captent d'ailleurs entre eux, tu vois. Souvent, on me dit, ah, mais tu crois, moi j'ai l'impression que je suis entourée que d'atypiques, en fait, c'est un peu bizarre quand même. Ben non, parce qu'en fait, ça fait le tri naturellement, comme tu iras pas fréquenter des gens qui ont des valeurs très, très différentes des tiennes. Tu Mhm. vois, par exemple, dire, ah, j'ai l'impression d'être entourée que des personnes qui prônent, je sais pas, la bienveillance ou l'éducation positive, c'est bizarre quand même. Oui, mais enfin, si tu sors dans la rue, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu verras qu'on n'est pas si nombreux, en fait. C'est Mhm. juste que où forcément, on va vers les gens où il y a des atomes crochus. Bah, c'est la même chose en fait. Les atypiques se captent entre eux. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'apprécie tous, hein, parce qu'on est tous différents et qu'on a des valeurs différentes et qu'on va forcément, voilà. Mais du coup, quand ça match bien et ça match fort. Ouais, ça marche vraiment. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir pu rencontrer des personnes atypiques. Et un truc que parfois elles disent, c'est que elles ont un rapport spécial à l'empathie, justement, par rapport à ce qu'elles ressentent et ce côté connexion dont tu parlais. Mhm. Et souvent, elles disent que moi, je suis trop empathique. Ah ouais, est-ce qu'on peut vraiment l'être trop? Je sais pas. C'est la Euh, question que je me pose. Déjà, il ne faut pas confondre donc, l'empathie et la compassion. Tu vois, Mm. compassion, ça va donc compatir, ça veut dire souffrir avec. Et c'est toute la problématique. Donc, on peut être hyper empathe, donc c'est-à-dire je ressens ce que tu ressens, et donc je peux m'adapter aussi à tes besoins. Un exemple tout bête, c'est par exemple quelqu'un rentre dans la pièce et tu vas ressentir que la personne, elle va pas bien. Et du coup, bon, alors, elle-même, des fois, ne le ressent pas, ça c'est toujours frustrant de dire ça va pas, et l'autre de dire mais si, ça va, pourquoi tu dis ça? Bon, ben dans ces cas-là, on n'insiste pas, hein, c'est que peut-être elle n'est pas prête ou à en parler, soit elle n'est pas même en capacité de le réaliser. Mais ça peut être quelqu'un où on sent, par exemple, tu vois, si par exemple, il y a une lumière trop forte et puis tu me vois cligner des yeux comme ça, en fait, ton hyper-empathie va permettre de capter, ah, elle doit avoir mal aux yeux, tu vas descendre directement la lumière peut-être. Mm. Et donc, tu vas permettre à l'autre d'être plus à l'aise. Donc, ça fait de super managers, notamment, tu vois, où dans un couple, c'est voilà, des personnes plus attentionnées également. Donc, c'est top, en fait, parce qu'il y a un plus grand sens de l'écoute active, tout ça. Par contre, l'hypercompassion, c'est vraiment, je souffre avec toi et en fait, je mélange mes émotions aux tiennes et donc je ne suis pas en capacité de recevoir et je suis submergée. C'est vraiment une différence qu'on fait, par exemple, quand on est dans les métiers d'accompagnement, comme coach, thérapeute. On peut être dans l'hypercompassion, t'imagines? Sinon, en fait, tu pleurerais toujours avec les autres ou tu vois, c'est pas possible, c'est pas viable. Waouh, dur. Ben, c'est ça. Donc, une fois que tu fais cette différence, ben, en fait, c'est un super pouvoir, l'empathie. Et on est tous dotés d'empathie. Mais chez les atypiques, il y a une hyper-empathie, oui, qui permet, à mon sens, d'avoir des relations aussi ben, plus épanouissantes. Et Mais d'ailleurs, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. oui. Si on est vraiment entouré que d'atypiques, que nos proches sont atypiques, à un moment donné, il faut aussi se questionner sur soi. C'est que potentiellement, on l'est aussi. Es-tu en train de me dévoiler quelque chose? Je sais pas, mais je me dis qu'à un moment donné, le sujet te parle, que tu as plein d'atypiques autour de toi. Bon, après, à moins, des fois, on n'a pas besoin de chercher pour soi-même parce qu'on est à l'aise et il n'y a pas de souci. Donc, je ne veux pas créer de questions qu'il n'y a pas. Mais je pense qu'aux personnes, en tout cas, tu vois, qui écouteront, ben, c'est de se dire, mais s'il y a autant d'atypiques autour de vous, posez-vous la question, en fait. En général, ben, c'est qu'on l'est soi-même. Mhm. Mais justement, ça, ce côté-là, savoir se poser des questions, finalement, et savoir se poser les bonnes. C'est un rapport direct à C'est subjectif. l'intelligence, on va dire. Et ce côté-là, quel est le rapport entre les atypiques et leur intelligence? Alors déjà, l'intelligence, en fait, c'est multiple. Il n'existe pas une seule forme d'intelligence, tu vois. Je Mhm. vois par exemple en anglais, euh, on va appeler gifts, tu sais, les personnes qui sont surdouées. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils ont eu un don, un cadeau. Et en fait, on va utiliser ce terme de façon très générique pour plein de choses, comme par exemple quelqu'un qui est très doué en musique, tu vois. Et pourtant, par exemple, qui n'aurait même pas le bac, qu'importe, enfin, tu vois. Mais comme il a une... En fait, donc il y a plusieurs formes d'intelligence voilà, pour les arts, pour la musique, pour cette capacité parfois à socialement créer des liens. Il y a plein de choses, en fait. C'est beaucoup plus large. Moi, j'aime bien cette vision-là parce que je trouve qu'en France, on a vraiment trop la vision très scolaire et académique de l'intelligence. Ouais. Alors que on voit bien que beaucoup de surdoués, bah, la manière scolaire et académique, ça leur correspond pas. Pour d'autres, oui, et c'est très bien. En fait, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, et il n'y a pas de comparaison à avoir. Ce qui est dommage, c'est justement de mettre ça dans une case et de dire, bah oui, mais il faut réussir. Tu sais, parfois, on se dit, les surdoués, ils réussissent professionnellement. Alors déjà, j'interroge, c'est quoi réussir professionnellement? Si ce n'est faire un métier qui nous plaît. Point barre. Enfin, je veux dire, c'est de s'épanouir professionnellement. Alors, voilà. Mais tu sais, il y a vraiment ce truc de chiffrer. Donc, que ce soit les notes ou après combien tu gagnes, il y a vraiment ce truc quantifié, tu sais, un peu étrange. Donc,
je pense que les personnes atypiques ont une forme, ou plusieurs formes d'intelligence, parfois qui ne développent pas, parce que selon la culture ou l'éducation dans laquelle on est, et on ne s'est pas permis de le développer, et c'est dommage, Mhm. parce qu'en fait, on a tous cette capacité. Par contre, il est vrai que lorsqu'ils le développent, bah, tu vois, ils déploient leurs ailes, quoi. Ça, Mhm. c'est vraiment fantastique à percevoir parce qu'ils y vont tellement à fond, tellement avec le cœur, que c'est des gens qui vont attirer à eux. Parce qu'en fait, ils sont passionnants. Donc, comme ils sont passionnés, ils en deviennent passionnants, en fait, si tu veux. Et c'est beau à voir. Et on a besoin que les atypiques libèrent leur potentiel. Ce monde en a besoin. Mhm. Vraiment. Carrément. Mais est-ce que justement, lorsqu'ils arrêtent de se suradapter, c'est justement à ce moment-là qu'ils peuvent se concentrer sur eux-mêmes et D'avancer. enfin finalement Ouais. exploser? Totalement. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle, tu sais, un peu en coaching, la zone de génie. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme-là, hein. Je pense que tu Ouais, auras compris. je Côté comprends. génie, je ne suis pas fan. Mais je comprends ce côté de, on sort un peu de cette zone de confort où, en fait, on se cache. On se cache, bah, en fait, tu sais, c'est un peu comme le coquelicot qui dépasse. On parle souvent de la tête du coquelicot qu'on coupe. Tu sais, dans un champ, tu as toujours voilà, un qui dépasse. Et c'est vrai que dans cette société, on aura tendance à vouloir couper bah, celui qui dépasse parce qu'il va être trop haut, trop élevé, trop compliqué. Mais en réalité, si on est vraiment, en fait, bien là où on ne se posera pas la question de dépasser ou non. À un Mhm. moment donné, bah, il faut prendre confiance et ça prend souvent des années et c'est pas si facile, hein. J'en parle comme si c'était évident, mais non, c'est pas si facile parce que faut tellement, tellement se déconditionner du conformisme ambiant. Tu vois, je trouve qu'il y a une dualité dans ce monde où on va te pousser à la fois à prouver ton individualité tout en te conformant. C'est un paradoxe en fait qui peut rendre fou. Complètement, ouais. C'est genre comment être moi-même, parce qu'il y a cette quête, tu sais, d'être soyez vous-même, Ouais, mais tout en restant quand même dans une base de données où il faut pas dépasser, tu vois. c'est ça. Et ça, c'est compliqué et ça rend fou en fait. Et ça te permet pas du tout d'être toi-même, parce que si on te dit sois toi-même, mais tout en restant dans un cadre, bah, tu peux pas être toi-même. Ça n'a pas de Mhm. sens, ça n'a absolument aucun sens. Mhm. Et tu vois, pour revenir, c'est le docteur Fanny Nussbaum dans Les Philocognitifs, son livre, qui parle effectivement de cette capacité qu'ont les atypiques de se questionner, de philosopher sur la vie, tu sais, le pourquoi, du comment, et très jeune en fait. Alors des fois, on ne trouve pas d'écho quand on est jeune, parce que quand on est ado et que tu poses ces questions-là à tes potes ados, ils se foutent juste de toi, et bon, tu te sens Mhm. pas, voilà. Mais en grandissant, souvent, ben, tu ouvres, tu vois, les perspectives, tu rencontres des gens, et maintenant aussi avec Internet, tu vois, parce que j'étais une des dernières générations à avoir grandi sans Internet. Mais du coup, tu vois, quand tu étais jeune, ça n'existait pas. Mais maintenant, avec Internet, tu peux rencontrer des gens où on se capte, où en fait, on se comprend, en fait. Et c'est super enrichissant. Mais du coup, ça s'arrête jamais. Ouais, Tu vois, c'est c'est ça. atypique. C'est le souci. C'est que j'ai beaucoup d'atypiques qui me disent, non, mais en fait, quand je fais une recherche sur Internet, après, ça me fait d'autres questions, qui d'autres questions, et je peux y passer des heures, en fait. Et au final, ben, j'avance pas sur ce que je voulais au départ. Mhm. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait justement du fait que bah, il y a une problématique sur la connaissance de soi, sur le comment s'aimer. Et il y a beaucoup de atypiques qui se posent la question de comment est-ce que je peux être aimé, enfin, la question du à quoi je sers. Et si je ne sers pas, je Mm. ne serai pas aimé. Et vu que je ne sais Alors, pas à quoi je sers, bah, je m'aime pas spécialement. alors, ça, c'est la quête de sens qui est très, très, très forte. Merci d'en parler parce qu'on me pose peu la question, mais la quête de sens est primordiale chez les personnes atypiques. Mais tu vois, je crois qu'elle se mélange avec cette quête d'utilité. Hmm. Parce que du coup, on a la sensation qu'on ne peut être aimé que si on est utile aux autres. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que de base, si on revient dans notre enfance, l'enfant, quand on fait un choix de faire un enfant, c'est un choix au départ très égoïste. On choisit, hein, l'enfant n'a pas décidé. On choisit qu'on a envie d'avoir des enfants, enfin, quand c'est un choix, bien sûr. Mais après, une fois qu'on a l'enfant, on se rend compte que c'est un être à part qui a sa propre personnalité Hmm. et qui ne nous appartient pas. Ça peut créer beaucoup de frustration qui ne soit pas ce qu'on voudrait être, mais c'est comme ça. Et normalement, on est censé, c'est pas toujours facile. Moi-même, en tant que maman, on se rend compte qu'il y a des choses, oh, ben voilà, mais on est censé aimer nos enfants de manière inconditionnelle. Hmm. Et quand bien même, ils ne nous sont pas utiles. Donc, clairement, mes enfants ne nous sont pas utiles. Même si on pourrait interroger cette notion d'utilité, puisque j'ai voulu être mère, donc peut-être que derrière, tu vois, il y a plein de choses, on pourrait partir dans, voilà, dans plein de discussions. Mais du coup, je crois qu'il faut dissocier ça. Et je crois qu'il y a des fois une faille là-dessus, où certains parents, parce que, en fait, on fait.
peut-être, alors, je crois pas qu'ils n'ont pas aimé leurs enfants, après ça dépend des situations, mais en tout cas, l'enfant a pu le ressentir comme ça. Hmm. Elle a pu se dire, si je ne fais pas ce qu'il faut, je ne serai pas aimable, je ne serai pas un bon petit garçon, une bonne petite fille. On ne va pas m'aimer, on ne va pas s'occuper de moi. Et ça a grandi. Tu sais, c'est comme ces adultes qui sont encore en quête de fierté de leurs parents. Je voudrais que mon père ou ma mère soient fiers de moi. Ils sont ça. Mais en fait, là, il y a un biais quand même, parce que tu es censé être fier de toi-même à un moment donné quand tu es adulte, en fait. Mhm. Bien sûr que c'est toujours agréable que les gens autour de nous, eh bien, soient heureux d'être dans notre vie, qu'ils nous aiment pour qu'on est. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi se dire, mais ça n'a rien à voir et j'ai peut-être quelque chose à guérir. Et tu vois, tu parlais de l'enfant intérieur, et il y a peut-être un lien à faire par rapport à ça. Euh, Ça va être important, effectivement, de se dire, mais je peux donner du sens à ma vie. Et c'est parce que je donne du sens à ma vie que ça va être utile au monde. Et c'est pas l'inverse. Et donc, du coup, cette question de utilité, finalement, elle n'est pas si nécessaire que ça. On n'est pas obligé d'être utile pour Mais justement s'aimer ou pour être aimable. ben en fait, tu peux te poser la question, qu'est-ce que c'est l'utilité? Je crois que quelqu'un de toute façon qui est toujours en phase avec ses valeurs sera toujours utile à quelqu'un, au monde, tu vois. Parce que quand tu fais quelque chose qui est vraiment en phase avec tes valeurs et où ça a du sens pour toi, c'est forcément utile en fait pour le monde, tu vois. Surtout chez les atypiques, ils sont souvent guidés par des valeurs très humaines, très humanistes en fait, naturellement. Mhm. Et c'est beau à percevoir, et donc forcément, ça en devient utile. Mais il faut que ça soit dans ce sens-là, et pas l'inverse. Et pas, je suis en quête d'être utile. Parce qu'en fait, là, par contre, on tombe vraiment dans la suradaptation, dans le caméléonisme, en fait. Et on se noie dans le regard de l'autre. Mhm. Alors que si on se ressent sur soi, sur cette quête de sens, ben, en fait, ça donnera de l'utilité aux autres. Ça Moi, sera j'ai plus tendance à simple. dire que les outils sont utiles tout au long de leur vie, mais que les êtres humains sont tout court. Donc, 3 points après derrière, et c'est à chacun de nous d'écrire sa propre histoire pour Ah voir oui, j'aime bien, quel j'aime bien. sens on donne à notre propre existence. Mhm. Mais justement, au niveau de l'existence, donc là, on est dans la philosophie, on est dans le vrai sens des vraies choses. Est-ce que les atypiques ont un rapport particulier avec la spiritualité? Oui, Euh, je pense que comme ils se posent des questions depuis tout jeune, ils ont envie d'aller plus loin. Tu sais, en fait, c'est souvent des enfants qui se sont questionnés sur la mort, sur le après, sur le pourquoi, très 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 jeunes, plus jeunes que la plupart des enfants. Après, chacun a sa propre manière de vivre sa spiritualité, de ressentir les choses, ses propres croyances, et moi, je ne suis pas là pour juger ça. Par contre, je me rends compte qu'il y a cette quête de réponse perpétuelle. Hmm. Certaines personnes seront abîmées par la vie parce qu'il y a des choses difficiles, des traumas qui ne sont pas soignés et qui font que ça peut empiéter leur quête de spiritualité. Mais par exemple, il y a une étude menée notamment sur les personnes à très haut potentiel intellectuel et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de croyants chez les très hauts potentiels intellectuels. On pourrait penser naturellement l'inverse en se disant, oh, mais comme ils ont une intelligence, tout ça. Mais pas du tout. Au contraire, quand tu interroges des personnes, ils vont te dire, ils ont cette humilité de dire, mais plus tu avances dans la connaissance et plus tu ne peux pas admettre qu'il n'y a rien après, qu'il n'y a rien au-delà, en fait. Ce n'est pas possible. Plus tu avances dans cette connaissance, dans cet apprentissage, plus tu réalises que tu n'es pas grand-chose, en fait, tu vois. Mhm. Et donc, il y a cette acceptation aussi de cette place d'humain dans le monde. Et je crois que les atypiques sont moins autocentrés, si je peux me permettre ça, dans ce sens où, en fait, on est une poussière, on n'est même pas une poussière dans cet univers. Et du coup, on prend plus. Alors, des fois, ça peut faire peur, ça donne le vertige, mais on prend plus ce recul en disant, en fait, on n'est pas grand-chose, je suis pas grand-chose, donc tu dézoomes un peu, tu vois, par rapport à ça. Et je trouve que c'est souvent des réflexions d'atypiques. Mhm. Mais est-ce que justement, ce rapport-là où je suis pas grand-chose, c'est un peu, c'est une spiritualité qui mène finalement à l'humilité. Donc, plus tu as de connaissances et plus tu deviens humble envers toi-même. Et tu sais que ben, cette recherche-là qui a été faite sur notamment les THQI, on démontre également que ce sont souvent des personnes encore enfin, dans l'hyper-empathie et dans la gentillesse. C'est-à-dire que plus tu avances dans l'intelligence et plus tu avances également dans ta gentillesse, dans l'hyper-empathie, dans le fait voilà, de pas... En fait, ce sont des gens souvent qui n'apprécient pas spécialement la compétition, qui ont juste envie en fait de bien faire, d'avoir cette humilité, de dire
je suis peut-être pas grand-chose, mais je suis un petit colibri qui peut quand même faire des choses et qui peut peut-être Mm. apporter un changement. Et c'est intéressant parce que peu d'atypiques l'admettent, mais je vais le dire parce que je pense que ça peut soulager certaines personnes, de croire et d'avoir la sensation au fond de soi qu'on peut faire de grandes choses, qu'on peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice et changer le monde. Ça fait présomptueux comme ça, mais je crois que beaucoup le ressentent en eux et ont justement, tu vois, ce décalage entre je sens que j'ai ça en moi, mais je n'y arrive pas. Parce que Mm. parfois, il y a des idéaux qui sont très grands et qui nous empêchent et qui font qu'on procrastine. Parce que les idéaux sont trop puissants et qu'on se dit, bon, ben, entre mon idéal et la réalité, il y a un tel écart qu'en fait, je ne suis pas capable de le faire. Le à quoi bon? Mhm. Mais du coup, ça crée beaucoup de souffrance en soi. Parce qu'en fait, à quoi bon? Ben si, chaque petit pas, en fait, est rajouté à d'autres pas de d'autres personnes. Donc, ça C'est fait une ça. différence. C'est ça. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à voir trop grand et à se dire, ouais, mais l'idéal que je me fais est tellement énorme par Mm. rapport à d'où l'on part, on n'y arrivera jamais. Et j'ai comme l'impression aussi qu'on est sur une génération, par exemple, qui arrive aujourd'hui, qui est un peu dans cette vision-là où, effectivement, elle est sensibilisée à l'écologie, au bien-être, à la bienveillance, etc. Et elle se rend compte que pour y arriver à ce monde idéal-là, où ben, globalement, avec les problématiques globales, ben, par rapport à d'où l'on part, le travail est colossal. Et donc, Mm. du coup, je rencontre beaucoup de personnes qui sont plutôt pessimistes, justement, par rapport à l'avenir. Ça, c'est intéressant le pessimisme parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes hautement sensibles qui le sont par protection. Mm, Euh, on a besoin d'optimisme pour passer à l'action. En fait, ça se nourrit. L'action se nourrit d'optimisme et l'optimisme se nourrit d'action. À ce sujet, c'est Catherine Testa qui a écrit de superbes ouvrages sur ces sujets, sur l'optimisme. Mais c'est vraiment hyper important en fait de nourrir son optimisme. Parce que sans ça, on ne fait rien. Et c'est parce qu'on ne fait rien que ça s'empire et que ça fait un cercle vicieux. Alors, je pense que ça peut être intéressant parce que souvent les atypiques, tu sais, ce sont des grands perfectionnistes, des idéalistes. Et ça, il faut vraiment en fait se dire, je peux être exigeant, je peux avoir de la rigueur, mais si effectivement en fait j'ai un idéal que je ne peux jamais atteindre, mais n'importe qui, ça fait déprimer n'importe qui. On a besoin de sous-étapes que l'on peut atteindre. Tu sais, c'est les fameux objectifs SMART en c'est coaching dont ça. on parle, mais qui sont hyper importants parce que ça amène un sentiment de satisfaction, de bien-être et d'avoir la sensation qu'on peut vraiment être acteur de quelque chose. Un idéal, pour moi, il ne s'atteint jamais seul de toute façon. Et puis, plus on progresse dans un domaine, plus notre idéal, en fait, il évolue constamment. Moi, je compare ça, tu sais, à une tour où tu as un escalier en colimaçon. Mm, Si on va dans un château ou qu'on visite et qu'on monte un escalier en colimaçon, tu sais, dans les grandes tours de château, on ne sait pas où ça s'arrête, en fait. Parce que plus on monte les marches, plus on voit les suivantes. Ben, en fait, la vie, c'est un peu ça. Tu sais pas où ça s'arrête. Mais pour autant, tu vas pas juste t'asseoir sur une marche en disant, mais c'est bon, moi je reste là, je m'en fous, c'est fini, je reste là, je fais plus rien. Ben non, tu avances. Peut-être que tu profites aussi du chemin. Peut-être que tu peux regarder à travers la fenêtre aussi le paysage. Plus tu montes, plus tu peux faire autre chose. Tu peux discuter avec les gens que tu croises aussi, tu vois. Mais en fait, il faut vraiment se dire que est-ce qu'il y a vraiment une finalité? Alors chacun ses croyances, mais on peut en tout cas se dire que tout au long de ta vie, tu vas évoluer dans cet escalier colimaçon. Donc en fait, plus on évolue, et tu vois, toi qui es dans cette recherche permanente aussi de connaissance de soi, tu vois qu'en fait, c'est un puissant fond. Tu peux clair, toujours, plus tu évolues, plus tu en connais, plus tu en veux plus, et ainsi de suite. c'est Et clair. ça, faut l'admettre en fait, dans nos idéaux, ça va être exactement la même chose. Plus il y en a et plus il y en a, hein. À l'époque, Ben oui. Et puis tu sais que lorsque- tu sais rien en fait. exactement, exactement. Et c'est ça le truc. Lorsqu'on ne connaissait pas l'immensité de l'univers, on se disait, ah bah tiens, ça s'arrête là. Il y a le Et, soleil, et voilà. après, et après, on a eu malheur de découvrir que bah, il y en avait bien plus. Et là, du coup, bah, on se rend compte que bah, zut, Et que on c'est est loin. toujours plus, plus, plus en fait. Et Hmm. que notre cerveau, il n'est même pas capable de le comprendre. C'est ça Ouais. qui est... Et c'est ça qui est vraiment fou. Il y a quelque chose que comprennent bien les personnes qui sont neuroatypiques, c'est le sacrifice. Mm. C'est le sacrifice. Donc, tu en parles bien dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce rapport entre bah, les femmes atypiques et le sacrifice? Parce que Bah, je pense qu'il y a un côté aussi lié au sexisme ordinaire, un côté aussi culturel où dans l'éducation, on a souvent vu nos mères faire plus, faire beaucoup, ne hmm, pas prendre soin d'elles ou être à fond, se faire passer en dernière. Nos amis, il y a aussi cette quête parfois entre femmes, ah toi t'as fait ça, non mais moi j'ai fait ça, ça, ça. Et des fois, moi je dis aux femmes,
pourquoi vous ne prendriez pas exemple sur vos conjoints, vos frères, vos pères? Ça peut être intéressant aussi. Je donne souvent ce truc en disant, ben, souvent, euh, tu vois, quand un conjoint il a envie, je sais pas moi, d'aller voir un match, alors je vais faire dans le truc, mais c'est vrai que s'il a envie d'aller prendre un verre avec ses copains ou de voir un match, bah voilà, il le dit, il le fait, et puis voilà, on s'organise. Non, la femme, elle va tirer sur la corde encore et encore et encore, et elle va culpabiliser dès qu'elle va prendre un peu du temps pour elle. Mais pourquoi personne ne lui a dit de faire ça en général? C'est hyper intéressant. En fait, elle attend qu'on lui donne la permission. Mais Oui. pourquoi? Pourquoi elle attend? Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que là où les femmes, en fait, s'excusent, les hommes, en fait, font. Donc, Mhm. il faut peut-être arrêter et prendre exemple aussi sur les hommes pour ça et se dire, ben, ok, bah alors si lui est allé voir, je dis cet exemple-là, mais si lui est allé boire un verre avec ses potes, ben, je vais faire pareil, je vais m'organiser une sortie avec des copines et je vais dire, ben voilà, mardi soir, je sors avec des copines. Ok, et il est fort possible, en fait, qu'il se passe rien, que la Terre continue de tourner Mhm. et que ben, le conjoint dit, ok, il n'y a pas de souci. Des fois, pour celles qui sont mamans, c'est encore pire en général, ça enfonce encore plus le clou de ce sacrifice. Et il y a ce côté, la mère doit se sacrifier. Mais honnêtement, en fait, un père aussi se sacrifie. Peut-être pas sur les mêmes choses, mais aussi, c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, mais c'est-à-dire, en fait, il se donne aussi pour sa famille, mais le sacrifice n'est pas le même. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment de réaliser qu'on peut aussi penser à soi autrement, parce que quand les enfants arrivent, c'est forcément, bah oui, ils vont passer un avant, et que bah, là, on a moins de temps pour soi, donc forcément, plus de responsabilités. Donc les choses évoluent. Mais il est important aussi de se dire, mais en fait, je le fais pour qui ou pourquoi? Et tu vois, chez les femmes atypiques, ce sacrifice, bah, c'est parfois toute leur identité. C'est-à-dire et c'est pour ça qu'elles ont autant du mal aussi à ne plus le faire. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont la sensation que si elles ne font pas ça, si elles ne se sacrifient pas, ce ne sont pas des bonnes femmes, ce ne sont pas des bonnes personnes. Tu vois, Mhm. toute leur identité est créée là-dessus. Et donc, c'est là où on a du mal à faire bouger. Alors après, chacun son rythme. Et j'ai envie de dire, et s'il y a des personnes qui veulent vivre dans le sacrifice toute leur vie, c'est leur choix et personne n'a jugé ça. Mais pour celles qui en souffrent et qui aimeraient bouger, ben, ça peut être une piste de réflexion de se dire, est-ce que j'ai créé mon identité entière là-dessus? Parce que du coup, si je ne sais pas qui je suis au-delà de ça, ben forcément, je vais rester dans cette zone où Mhm. c'est certes très inconfortable, mais c'est une zone connue. Non, mais carrément. Mais justement, on se demandait, parce que ces femmes-là ont un rapport à l'utilité, qu'il faut être utile pour être aimé. Est-ce que le sens de leur utilité, elles le trouvent à travers le sacrifice qu'elles font, Totalement. qui ne leur est pas demandé? Alors, du coup, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, on peut être utile sans se sacrifier. Tu Hmm. vois? C'est pas la même chose. Et sinon, on tombe dans ce fameux triangle de Cartman, où en fait, on veut être le héros de quelqu'un. Mais en étant le héros, le sauveur de quelqu'un, en fait, on enferme l'autre dans un rôle de victime aussi, hein. Mhm. Et c'est une relation très toxique avec n'importe qui. Et à un moment donné, comme on s'énerve, et comme je te disais, il va y avoir ce côté de j'en ai trop fait, j'en ai trop dit, j'ai trop donné, maintenant je fais plus. Donc tu sais, du tout ou rien, qui fait qu'en fait, on va devenir des bourreaux, en fait, de dire allez, c'est bon, maintenant tu te débrouilles. Mais en fait, c'est pas possible. Donc en Mhm. fait, il y a vraiment ce côté-là, et c'est vrai que c'est important, c'est-à-dire que, comme je te disais, l'utilité, on peut être utile en étant soi-même, en fait. On n'a pas Mhm. besoin de se sacrifier pour être utile. L'utilité n'est pas censée être une quête. Absolument pas. Elle vient avec le reste. Enfin, à mon sens, après, on pourra en débattre, bien sûr, parce que chacun son point de vue, mais le sacrifice n'est utile à personne. Tu sais, c'est un peu comme la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Quand on doit il faut mettre son masque à soi, hein, on le dit, voilà, avant de pouvoir mettre ceux des autres. Parce que si tu veux absolument mettre ceux des autres, bah, tu en mettras peut-être un, deux, mais toi, tu vas mourir avant. Et si tu mets le tien, tu peux en mettre des dizaines après. Mhm. Donc, tu vas être vachement plus utile au final. C'est clair, c'est clair. C'est comme le fait de, voilà, si vous voyez une personne qui se noie dans des flots torrentiels, surtout n'y allez pas, appelez un professionnel qui, lui, sait faire le travail plutôt que de retrouver après deux personnes qui se noient. Finalement, c'est encore plus difficile à sauver, quoi. C'est ça. Ok, ouais, effectivement, donc toute cette partie sens, c'est vrai, avec l'utilité personnelle. Eh bien, génial. Vraiment, je vous conseille ce livre pour enfin comprendre vos intelligences émotionnelles. Vous y trouverez du lexique, tellement important pour ne pas s'y perdre, des outils, des tests pour définir vos intelligences, apprendre à les développer, vous connecter à votre enfant intérieur pour arrêter de vous épuiser, de vous brider et vraiment vivre et vous apprécier en fait tout simplement à votre juste valeur. Merci, Elodie Crépel. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation.
Est-ce que tu as un mot justement à dire bah, peut-être à ces femmes atypiques pour leur donner une envie vraiment de s'épanouir et un gros tips? Osez, Hmm. osez parce qu'en fait, vous allez à la fois vous faire du bien, mais faire du bien à toute l'humanité. Juste oser. Ça fera tellement du bien à tout le monde. C'est clair, osez et surtout ne vous sacrifiez pas pour autant ou demandez en face. Est-ce que c'est la demande? Est-ce que c'est la demande? Parce que peut-être Bah, que c'est pas personne différent. n'a le droit de demander à quelqu'un d'autre de se sacrifier. Tu vois, Hmm. c'est toute la complexité. Sinon, la relation, elle est toxique. Si C'est quelqu'un ça, te demande de te sacrifier, c'est que c'est pas sain. Donc c'est déjà, ça. next, tu passes à Ah, quelque donc, chose. quand vous avez ce sentiment-là, posez-vous les bonnes questions. Mhm. Ok, c'est souvent pas du tout ce que l'on vous demande. Pas du tout, c'est très rare. Et si on vous le demande, comme elle le dit, sortez vite de cette relation. Voilà. Totalement. Merci. Merci, Elodie.